Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sous le ciel d'Élémentaire pour une nouvelle émission, une grande émission en direct. On est au printemps, on se retrouve, ça fait toujours plaisir quand les beaux jours approchent, avec des températures printanières, avec... On va parler de qualité de l'air. On a vu arriver un épisode de sable du Sahara. Ça rajoute un petit peu de couleur chaleureuse et un peu solaire dans l'air, mais par contre, ça rajoute pas mal de poussière. Et ceux qui ont des petits problèmes respiratoires vont les sentir dans les jours qui viennent. Mais on va être là aussi, surtout pour parler de l'actualité au niveau de la qualité de l'air, elle est extrêmement riche au niveau, je dirais, de l'implication et des différentes associations auprès, je dirais, des candidats qui vont aussi avoir besoin de prendre en main et de prendre en charge cette problématique de qualité de l'air, puisqu'on ne va pas pouvoir passer à côté, et il ne faut pas passer à côté. Et on va parler également de quelques exemples avec nos différents invités. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des habitués de l'émission, des personnes qui viennent aussi pour la première fois. On commence avec Suzanne Dehoux. Bonjour Suzanne. Bonjour Nicolas. Ravi de vous revoir à nouveau. Oui. Sans les masques. Sans les masques. Pour une fois, on espère que ça va durer et puis que nos concitoyens seront les moins malades possibles, puisque ça suffit comme ça, un petit peu, pour ceux qui ont vraiment souffert de cette pandémie. Donc Suzanne, vous êtes médecin ORL. Oui. J'ai un cursus, je suis médecin atypique, un médecin qui a mal tourné, c'est-à-dire que j'ai quitté le curatif pour faire du préventif, puisque en tant que médecin ORL, j'ai vu cette montée des maladies allergiques et je me suis dit, mais je vais attendre là pour les soigner tous, mais est-ce qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait un peu moins de crises d'asthme, moins de crises d'allergie? Et c'est comme ça que j'ai pensé, il y a déjà quelques décennies, que... C'était hier. C'était hier, avant-hier. Et qu'il y avait une relation avec le bâtiment, qui est le premier environnement, bien sûr, avec la ville, mais donc c'est comme ça que j'ai croisé les compétences médicales avec celles des acteurs du bâtiment. Et surtout le bâtiment, les années, vous les avez vues évoluer, on est de plus en plus dans les bâtiments. On passe les 90% de taux où on est dans des lieux clos dans notre vie de tous les jours. Ce qui est extrêmement important. Et mal tourné pour faire de la prévention, je pense que l'intégralité des personnes qui nous écoutent seraient contents de savoir aussi que la plupart de leurs médecins leur parlent de prévention. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la prévention pour modifier l'environnement quotidien, c'est davantage plutôt de la prévention pour avoir une maladie, par exemple. On vous fait une mammographie pour ne pas avoir un cancer du sein. C'est ce type de prévention qui se fait habituellement. C'est ça. Et on parle quand même de prévention dans le cas où faire du sport, c'est extrêmement bon aussi pour toutes les maladies cardiovasculaires, on le sait, et puis le surpoids ou d'autres petites choses qui peuvent nous embêter. Autre invité, un habitué de l'émission, Jean-Félix Bernard. Bonjour. d'Air Paris. Dites-nous, comment allez-vous, Jean-Félix ? Je vais bien et je vous rassure pour le sable qui nous vient actuellement du Sahara. Il semble, enfin, d'après nos analyses et en Île-de-France, qu'il n'y ait pas trop de particules très fines qui sont les plus toxiques pour la santé. Donc on a effectivement des dépôts de sable et un passage de sable qui nous donne un ciel légèrement orangé. Mais pour l'Île-de-France, ça semble pas, la qualité de l'air est moyenne là en ce moment. Voilà, mais je n'ai pas les retours de mes collègues sur le plan national, donc peut-être que l'ouest de la France est plus impacté. Je confirme, j'arrive de Nantes et ma voiture est couverte de poussière. Par contre, au niveau, vous parliez on est sur un niveau de pollution moyenne de l'air extérieur, on est dans la phase où les pollens commencent à arriver. Absolument. Et j'ai oublié de dire, la qualité va s'améliorer demain parce qu'on a un changement météorologique assez important. Je tiens quand même à rassurer vos auditeurs. On est là pour annoncer des bonnes nouvelles aussi. Les pollens qui arrivent en avance cette année parce que sensiblement, on n'a pas eu d'hiver. Et donc, on a un réseau d'alerte sur les pollens, sur toute la France, qui donne toutes les informations utiles. Mais là, c'est région par région, parce que naturellement, la végétation n'est pas la même dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Donc, j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus, et notamment les personnes sensibles, à aller sur le site des associations de surveillance de la qualité de l'air de leur région, et ils auront toutes les informations sur les alertes polliniques.
Très bien, on va faire attention à cela. Et puis, ceux qui sont asthmatiques aussi vont surveiller, puisque c'est assez réactif, tous ces pollens. Notamment, on avait les cyprès il n'y a pas très longtemps. On voit les aulnes qui arrivent et d'autres florescences. Un nouvel invité à l'émission. Ravi de vous recevoir, Roland Bouquet. Alors, qui êtes-vous et qu'est-ce que le SINASAV et la ventilation? Vous représentez les deux entités aujourd'hui. Écoutez, également ravi de participer à cette première pour moi, en tout cas, parce que je crois savoir que c'est pas la première pour vous. Non. Écoutez, oui, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Je suis Roland Bouquet, donc je suis président du SINASAV. Alors le SINASAV, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de maintenance en France. À peu près 800 entreprises réparties sur tout le territoire. Et je crois que c'est important de rappeler que nous sommes l'organisation professionnelle spécialisée dans le secteur de la maintenance. On sait que la maintenance, c'est un sujet extrêmement important pour l'entretien des VMC. On sait d'ailleurs également que la VMC, elle n'est pas forcément dans nos bâtiments, je dirais, conformes. On sait qu'on a à plus de 50%, il y a de la non-conformité, mais également, on n'a pas la pratique souvent d'avoir la ventilation qui soit entretenue. Et cette garantie de fonctionnement est la garantie aussi d'un renouvellement de l'air dans nos logements de bonne manière. Mais on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, bien évidemment. Et on va terminer, on garde le meilleur pour la fin, mais il n'y a que des meilleurs autour de la table, donc je ne peux pas dire ça. On va parler avec celui qui parle peut-être le plus aussi. Jean-Luc Fugit, vous êtes le bienvenu encore à l'émission. Président du Conseil national de l'air, député du Rhône, vous êtes venu exprès aujourd'hui, vous êtes libéré pour venir. C'est toujours très plaisant de savoir que tous ceux qui viennent à l'émission, ils viennent avec grand plaisir et qu'elle attire et qu'elle est écoutée de plus en plus, justement parce que ce sujet, il est majeur. Notre santé, elle est majeure et notre bien-être aussi, bien entendu. Jean-Luc, vous allez vous présenter et vous allez enchaîner tout de suite en démarrant par Conseil national de l'air. Il y a eu une réunion hier, il y a peut-être des petites choses à dire. Et vous avez aussi la présentation de la proposition de loi visant à réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air. À vous, Jean-Luc. C'est bien ça. Bon alors, bonjour à toutes et à tous, oui, je pense que je commence à être un habitué de l'émission, mais merci en tout cas de me recevoir à nouveau. Donc oui, président du Conseil national de l'air, président bénévole, j'insiste beaucoup, parce que vous savez que quand on est un acteur public, moi je suis par ailleurs donc député du Rhône, et on commence à avoir des fonctions supplémentaires, on croit toujours que les gens font ça pour des indemnités, donc je rassure nos auditeurs, je suis un président totalement bénévole, et j'insiste lourdement. On est deux. Voilà, non mais c'est important aussi de le dire. Vous savez, dans l'action publique, il faut toujours le rappeler. Donc oui, moi j'ai aussi la particularité d'être docteur ingénieur en chimie, et vice-président du coup à l'Assemblée, enfin au Parlement, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, qui réunit 18 sénateurs et 18 députés, dont je suis le vice-président, le président étant Cédric Villani, que tout le monde évidemment connaît ici. Alors peut-être que je vais dire un mot sur le fait que le Conseil national de l'air s'est réuni hier, donc nous avons débattu et travaillé sur un certain nombre de sujets, aussi bien les questions d'écobuage que les questions de la relation entre la prolifération des algues et les émissions de polluants, mais aussi la problématique autour d'un rapport qui a été présenté par l'UNICEF et le Réseau Action Climat donc sur les inégalités sociales et la politique qu'on peut conduire en matière de pollution de l'air, donc en tout cas la problématique de la qualité de l'air. Donc toujours des sujets extrêmement importants. Aussi un suivi des politiques publiques qui sont mises en œuvre, donc c'est le rôle aussi du Conseil national de l'air, donc d'être aussi dans le suivi, dans l'évaluation et dans les recommandations. Et puis nous avons lancé hier aussi de manière officielle un groupe de travail avec un certain nombre d'acteurs du Conseil national qui vont aussi auditionner pas mal d'autres acteurs pour produire d'ici 6 mois un certain nombre de propositions de recommandations nouvelles, fortes, autour de la prise en compte de la question de la qualité de l'air intérieur. Un sujet qui monte, qui est de plus en plus partagé, et c'est tant mieux, mais qui doit encore doit faire l'objet de politiques plus larges, plus ambitieuses, plus partagées, plus transversales et donc plus fortes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous remettrons en septembre au gouvernement du moment, donc, et aux différents ministres, donc les conclusions de ce groupe de travail. On sera là en septembre pour le regarder avec vous. Alors,
Ce qui nous intéresse en premier lieu, on parlait des écobuages, on parlait des algues, avec les émanations, on pense à la Bretagne quand il y a ce genre de choses. Les écobuages, on va retrouver plutôt, je dirais, la zone de Pyrénées-Orientales, on va retrouver la Corse, où il y en a aussi pas mal. J'ai quelques souvenirs en tant que pompier là-bas sur ces sujets, notamment. La proposition de loi visant à réduire l'exposition de la population à la pollution. Ça, c'est quelque chose de majeur. C'est une belle idée, tout simplement parce qu'à un moment donné, peut-être guidé aussi par la Covid qui nous a atteints ces dernières années. On ne peut plus même parler de ces derniers mois, mais ces dernières années. On a vu, quand l'activité réduit, la pollution automatiquement réduit. Donc là, ça enrichit, je dirais, la réflexion. Oui, alors, juste préciser, je ne sais pas si on y reviendra peut-être au cours de l'émission, en échangeant avec nos différents collègues qui sont ici présents, mais depuis ces dernières années, ces 4-5 ans, je l'affirme et on peut le démontrer, beaucoup a été fait, a été lancé pour réduire les émissions de pollution, et on y reviendra sûrement. Moi, j'ai été rapporteur de la loi d'orientation des mobilités sur la partie développer des mobilités plus propres et plus actives, donc je suis le rapporteur de la partie ZFE, mobilité. Et en fait, il y a d'autres sujets qui ont été traités dans le monde agricole, sur le chauffage au bois, on a travaillé dans la loi climat-résilience, etc. On pourra y émissions de polluants par le monde agricole. Voilà. Aussi. Et on a aussi le monde agricole, etc. Et donc, le constat que j'ai fait il y a à peu près un an, c'est de se dire, on a beaucoup travaillé sur la réduction des émissions, il y a encore beaucoup de choses à faire, entendons-nous bien, c'est loin d'être fini, mais il faut mettre plus l'accent aussi en parallèle, en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, donc sur la réduction de l'exposition des personnes. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il manquait un certain nombre d'outils législatifs, c'est ce que je propose dans cette proposition de loi, alors, qui a été déposée assez tardivement, parce qu'il fallait, évidemment, elle était la conclusion d'un travail qui a été lancé sur tout le reste, comme je viens de l'évoquer, et qui n'a pas pu être étudié en fin de mandature, parce que, comme vous le savez, la fin de mandature, en janvier-février, on a été fortement impacté à nouveau par la problématique du Covid, et donc de tous les débats parlementaires autour du pass vaccinal, etc. etc. Et donc, cette proposition de loi, sur laquelle le gouvernement actuel a donné un accord, et elle a été aussi signée par plus de 300 parlementaires, il y a même un groupe d'une vingtaine de parlementaires qui récemment a souhaité ajouter sa co-signature à cette proposition. Donc, j'espère pouvoir la faire vivre. Alors, beaucoup de monde qui travaille sur cette proposition, ça c'est louable. Par contre, quelques grands points qu'on va retrouver à l'intérieur qui vont, servir de guide, sans rentrer dans un détail, sans mais rentrer dans le détail, donc des outils divers et variés pour réduire, comme je disais, l'exposition. C'est aussi bien pour la problématique des chantiers qu'on peut avoir donc en zone urbaine dense, où il faut donc à la fois protéger les personnels qui travaillent sur ces chantiers, mais aussi faire attention que les entreprises, si on décide d'arrêter un chantier parce qu'il émet trop de pollution alors qu'il y a une pollution extérieure, etc., il ne faut pas que l'entreprise soit pénalisée, donc régime d'intempéries. C'est aussi des mesures sur, je souhaite qu'il y ait un véritable cadre juridique pour la problématique de la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui reçoivent du public. Donc là, je fais des propositions pour qu'on puisse donc avancer sur le sujet. Et c'est aussi une problématique par rapport à l'activité sportive. C'est aussi pour l'urbanisme et donc donner des règles d'urbanisme qui imposent de se poser la question de l'exposition des personnes quand on veut donc agir en matière d'urbanisme. Donc vous voyez, c'est ce type de sujet qu'on aborde dans cette proposition de loi. Et c'est très concret, c'est très pragmatique, si je peux m'exprimer ainsi. Et l'idée, c'est vraiment de donner des clés supplémentaires pour réduire donc l'exposition. Et au passage, c'est aussi faire en sorte que dans la définition générale des politiques publiques donc, en matière d'amélioration de la qualité de l'air, on ne parle plus que de la réduction des émissions, que le fait de réduire l'exposition soit au même niveau politique que le reste. Et au passage, je propose aussi et je finirai par là, dans cette proposition de loi, que le Conseil national de l'air prenne une ampleur supplémentaire. Aujourd'hui, il est là à titre consultatif. Il fonctionne plutôt bien depuis 3-4 ans, non pas parce que j'en suis le président, mais tout simplement parce qu'on a des membres, dont Jean-Félix qui est ici présent, qui sont très actifs, et aussi parce qu'il faut le dire, quelque chose va bien, il faut aussi le dire. On a eu de la chance avec les trois ministres avec qui nous avons pu travailler, soit François de Rugy, Elisabeth Borne ou Barbara Pompili, n'ont jamais court-circuité le Conseil national de l'air, nous ont associés et nous ont même écoutés, puisqu'on a pu travailler, quand je pense notamment à l'indice Atmo, qu'on en a fait évoluer. Et si on n'avait pas eu le courage politique de la ministre Elisabeth Borne,
et ensuite de Barbara Pompili, on n'aurait pas intégré de manière aussi claire et aussi nette dans l'indice Atmo et aussi rapidement la mesure et la communication tous les jours sur la mesure des particules fines PM2,5. Donc ce Conseil national de l'air, je souhaite qu'il ne soit plus que consultatif, qu'il devienne vraiment incontournable, actif, et qu'il puisse survivre à la bonne entente potentielle qu'il peut y avoir entre celui ou celle qui le préside d'un côté et celui ou celle qui dirige le ministère de la Transition écologique. Je pense qu'il faut qu'on dépasse la question des personnes, il faut qu'on institutionnalise et qu'on lui donne un rôle aussi sur la surveillance, sur la recherche, un peu de pilotage. Et donc une proposition de loi et un fonctionnement aussi qui soit partagé, puisqu'on a pu entendre dire oui, la proposition de loi nous amène vers quoi? Vers quelque chose encore qui est dirigé par l'État et qui soit plutôt public plutôt que privé. Et je pense qu'il y a, vous allez nous le préciser, mais l'association des deux est nécessaire. Oui, tout à fait. Et puis dans la proposition de loi, d'ailleurs, on renforce aussi le rôle et on réaffirme, on renforme le rôle des associations agréées de surveillance à la qualité de l'air, les ASCA. Les ASCA, aujourd'hui, c'est un modèle qui est assez unique. Le président d'Air Paris fait ici, peut en parler 10 fois mieux que moi. Mais voilà, c'est un modèle unique où, quand il y a un conseil d'administration qui pilote, l'État en a que 25% du poids. Donc, il y a les collectivités, il y a les industriels, les personnes qualifiées, donc il y a les associations environnementales. Donc, ça veut dire que ce modèle-là, on le renforce. Et donc, l'idée, c'est pas de étatiser. Au contraire, c'est de continuer à faire participer la communauté, l'ensemble de la population à travers ses représentants pour justement tirer tous dans le même sens, à savoir chercher toujours à améliorer la qualité de l'air que l'on respire. Et ça passe par la réduction des émissions et aussi de prendre en compte l'exposition pour la réduire. Alors très important cette réduction des émissions, puisque si on veut replacer un petit peu dans son contexte, la qualité de l'air c'est quoi? C'est qu'à un moment donné on parle dans nos bâtiments d'aérer, on parle de ventiler, on parle maintenant de traiter, filtrer, épurer, hein, et ça doit rester dans l'ordre, hein, bien entendu, puisque la première des bons traitements de l'air c'est l'aération et la ventilation aussi, puisqu'on va avoir un traitement permanent sur ce sujet. On le voit avec la proposition de loi, on se retrouve aussi à considérer le bâtiment dans sa conception. Je sais que Suzanne, il y a quelques années aussi, vous avez suivi des sujets, notamment où on mesurait pendant le chantier, on mesure toujours ce qui se passe pendant le chantier. Donc là, on rajoute encore à la compréhension et à l'action, je dirais, notre atmosphère extérieure, ce que l'on est en train de faire pendant la conception, pendant la réalisation, et ensuite, après, pendant l'usage. Donc, je dirais cette prise en compte de l'extérieur, cette prise en compte atmosphérique, on va dire, vous, Jean-Félix, par rapport à l'intégralité, aux travaux que vient d'évoquer Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous détailler sur cette prise en compte? D'accord. Juste pour compléter ce que dit Jean-Luc Fugit, c'est qu'effectivement les associations de surveillance sont indépendantes, elles sont agréées par l'État, mais elles ne dépendent pas totalement de l'État, puisque nos budgets, la partie qui vient de l'État est minoritaire. C'est une grande importance dans une époque où les citoyens ne font pas automatiquement confiance au discours institutionnel, de leur dire, écoutez, nous, la mesure, tout le monde autour de la table, que ce soit les élus locaux, les associations de défense de l'environnement, les experts, on est au moins d'accord sur la mesure, si on n'est pas automatiquement d'accord sur les choses à mettre en œuvre pour régler ces problèmes, parce que c'est souvent coûteux. Ensuite, il y a ce qui est apparu depuis quelques années, c'est la notion d'exposome. C'est-à-dire, à quoi est-on exposé toute la journée? Parce que certes, quand on descend, notamment, enfin, tout le monde le sait, dans les infrastructures souterraines, le métro et autres, ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde, on peut être exposé à des niveaux importants de pollution. Pas toujours, mais ça arrive. Mais on y passe peu de temps aussi, quoi. Par contre, dans un bureau ou à la maison, et je pense que Madame Déou connaît parfaitement le sujet, c'est peut-être des niveaux plus faibles, mais on y passe beaucoup de temps. C'est l'exposition instantanée comparée à l'exposition prolongée. Hein. Les seuils sont différents, mais l'impact sur notre santé est tout aussi fort. Exactement. Et puis, on est confronté à d'autres polluants. Il y a les polluants de l'air, il y a aussi ce qu'on mange, il y a dans nos véhicules. Les intérieurs, on peut avoir les problèmes dus aux acariens, aux champignons, etc., qui sont très différents des polluants extérieurs. Certes, pour les polluants classiques et réglementés, l'intérieur est conditionné par ce qui vient de l'extérieur.
Par contre, viennent s'accumuler des polluants particuliers à l'intérieur, que ça soit des produits chimiques venant des peintures ou du mobilier, ou que ça soit ce que je disais sur les acariens, les champignons et d'autres polluants de ce type. Donc l'exposome, en fait, c'est de savoir à quoi on est, en tant qu'individu, on est exposé tout au long de sa journée et au long de sa vie à ces différentes choses. Mais le concept se démarre tout juste. On en a parlé hier au Conseil national de l'air. Et donc, petit à petit, c'est d'essayer d'avoir le plus possible d'éléments permettant de dire à quelqu'un, voilà, vous êtes peut-être dans un bon environnement à votre travail ou chez vous, mais par contre, sur vos trajets et autres, il y a peut-être des problèmes ou vice-versa. Donc ça, c'est ce qui est à venir. De manière plus générale, le problème français, c'est qu'on a toujours un peu un train de retard, même si je reconnais que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été rattrapées ces dernières années, avec une vraie volonté politique, mais on a toujours un train de retard parce que dès qu'on découvre un nouveau polluant, je pense notamment, enfin vous le savez, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les particules ultrafines, dès qu'on découvre un nouveau polluant, on s'aperçoit qu'on est un peu désarmé et qu'il faut rattraper un retard. Moi, je souhaiterais qu'à terme, on prenne un peu de l'avance. On a des gens qui sont capables de nous dire « Attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça », parce que vous allez être confronté à un problème. Dans le bâtiment, actuellement, c'est typiquement ça. Il y a des choses qui sont contre-productives parce que c'est bien pour le climat, mais par contre, c'est pas bon pour la pollution de l'air. J'ai des tas d'exemples, mais je vais pas occuper le micro. Quand on parle de la thermique, évidemment qu'on va rendre de plus en plus étanche le bâtiment, mais ça, par on contre, le sait depuis longtemps. C'est le vrai sujet avec la RE 2020. Et je parle sur le contrôle de Madame Déhoux et de Monsieur Bouquet. On sait qu'on va avoir des problèmes depuis longtemps avec ces rénovations qui n'ont pas tenu compte des problèmes de qualité de l'air. Voilà, c'est un exemple du retard. On le sait, mais on n'a rien fait. C'est maintenant, on s'en occupe, on essaye de réparer un petit peu. Et oui, et ça c'est vraiment avec des impacts majeurs. Et non seulement on va devoir réparer, mais on va aussi devoir traiter. Alors au niveau du SINASAV, dites-nous un petit peu, pour traiter ces problématiques de l'air et surtout d'aller dans la phase d'après. Qu'est-ce qu'on va trouver? Quelles sont vos actions? Mais peut-être une actualité qui va nous donner les pistes des temps à venir. Oui, je dirais que nous avons, au sein de la filière en tout cas, nous avons essayé de nous organiser. Parce que je crois que ce qui est important demain, c'est de faire redescendre les politiques publiques et de les appliquer sur le terrain, mais de faire remonter aussi des informations du terrain, parce que je crois que c'est un échange et un va-et-vient indispensable à la bonne compréhension des problèmes. Donc au sein de la filière, on a créé il y a une bonne année maintenant l'Association française de la ventilation, association vraiment filière, c'est-à-dire qui regroupe aussi bien les professionnels de la pose, de la maintenance, mais aussi les industriels, fabricants de matériel de ventilation. Donc l'idée, c'est de structurer la filière, c'est de... on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Monsieur Fugit, sur les choses qui vont bien. On a des assos qui fonctionnent bien aujourd'hui sur certains secteurs qui ont été créés il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Eh bien, l'idée, c'est de reproduire finalement ces modèles-là pour aller vers une efficacité et une mise en œuvre vraiment, que ça soit à la construction, bien sûr, des logements, à la réception aussi, à la mise en service. Ensuite, la RE, par exemple, maintenant, dans le cadre de l'habitat, nous impose, et c'est une bonne chose, un logement neuf, que l'on connaisse, je dirais, les niveaux de performance de la ventilation. Si c'est conforme, si ça fonctionne. C'est ça, ça fonctionne. On parlait tout à l'heure de 50% de non-fonctionnement. Je crois que non-conformité, pardon. Je crois que la ventilation, quand elle est installée, pour un bon début dans la vie, il faut bien la mettre en route, il faut bien contrôler les débits, s'assurer que tout a été respecté, mais comme d'autres systèmes d'ailleurs dans le bâtiment. Et je pense que rendre demain donner une obligation sur la mise en service et sur ce contrôle initial, c'est fondamental. Et ensuite, dans la vie du bâtiment, dans la durabilité du matériel, l'entretenir chaque année. Alors, c'est un vrai défi. On entretient sa voiture, on la met au garage, mais par contre, sa maison, on y est beaucoup plus de temps dedans, tout d'abord, mais par contre, on ne pense pas forcément à se dire, tiens, est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle fonctionne suffisamment? Parce qu'on sait très bien qu'une ventilation avec les ailettes bien encrassées,
ça va pas être du tout le même rendement et ça coûte de l'argent puisqu'elle va forcer pour fonctionner. Alors, et puis, est-ce qu'on va avoir les brassages et les volumes d'air suffisants? Je vais vous citer un petit exemple. Au SINASAV, nous avons fait une étude, un travail sur finalement l'origine des pannes, l'origine des dysfonctionnements. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a trois facteurs de panne. Chers auditeurs, prenez vos crayons parce que c'est des petites choses que vous allez vérifier chez vous maintenant parce qu'on est là pour vous faire prendre conscience du sujet. Allez-y, Roland, on vous écoute. Le premier facteur, c'est l'usure naturelle du matériel. Le matériel a une durée de vie, un composant a une durée de vie, donc effectivement, ce matériel tombe en panne. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur... Donc il faut le surveiller. Tous les ans, on doit aller voir si ça fonctionne. C'est ça. Minimum. Déjà. Le deuxième facteur, c'est l'intervention ou l'intervenant extérieur. Un problème d'utilisation. L'usager qui, des fois, ne connaît pas bien son matériel, l'utilise mal et du coup met en panne, sans le vouloir, son système. Aussi un élément extérieur comme par exemple un désordre électrique qui va aujourd'hui donner une surtension et puis voilà, on ne la remet pas en route automatiquement puisqu'on ne l'entend pas dans le logement déjà. Exactement, un désordre électrique, un désordre un orage par exemple, une inondation, et là finalement on ne peut pas faire grand chose sur ce facteur-là. Et le troisième facteur, eh bien c'est un défaut de maintenance, c'est-à-dire un problème sur un filtre qui est encrassé. Eh bien l'appareil se met en défaut, ne fonctionne plus. Alors, des fois, le particulier, il ne sait même pas que c'est en panne. Aujourd'hui, dans les maisons neuves, vous avez le petit caisson VMC classique qui a été posé à l'origine dans les combles. Celui-là, clairement, il est totalement abandonné en France. C'est une pièce où on voit pas beaucoup les combles quand même. Personne s'en occupe. Donc voilà, donc vous voyez que le fait demain de maintenir chaque année permettra d'éliminer pour grande partie un facteur de panne. Et donc, bien sûr, de facto, améliorer la qualité d'air dans les logements. On peut rapprocher ça aussi d'une tendance qui maintenant se fait de plus en plus profonde. On parle de la réparabilité des matériels électroménagers qu'on a chez nous, avec des petites notes qui apparaissent et pour donner, je dirais, je dirais, chers auditeurs, chères auditrices, évidemment, vos matériels également, sachez que si vous les entretenez bien, ils vont durer beaucoup plus longtemps. Mais par contre, il ne faut pas passer à côté. Ça, c'est ce qu'il faut bien marteler. Il ne faut pas croire que la maison va s'occuper de tout à notre place. On a notre part comme tout, à effectuer dans notre logement. Je parle de maison, mais tous les logements et les bâtiments, quels qu'ils soient, aussi bureaux, l'éducation, on va en parler après la pause avec Suzanne. Mais il y a vraiment de grosses prises de conscience à accélérer sur ce plan. C'est comme tout, docteur, quand on fait du sport, quand on entretient son corps, vous l'avez rappelé Nicolas tout à l'heure en début d'émission, on divise par 2, je crois, le risque de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque, etc., d'obésité, tous les problèmes liés. Quand on fait l'entretien de son appareil, de son système, comme je vous l'ai démontré, on diminuera vraiment le risque de panne. Donc, voilà, allons-y, quoi. Alors, maintenant, l'AFV, hier, a je dirais, présenté ces propositions aux écuries pour la course partante à la présidentielle. Et dedans, on a effectivement une proposition qui consiste à rendre obligatoire la maintenance des systèmes de ventilation. On va le voir, on va faire une petite pause maintenant musicale et puis on va justement détailler, je dirais, ces 5 points qui ont été faits lors du communiqué de presse par l'AF Ventilation. On va avoir à cœur de le regarder et ensuite on va retrouver également Suzanne parce que là on va parler justement des ERP, des éléments les plus importants pour notre jeunesse, les lieux dans lesquels ils sont pour apprendre. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, ravi de vous retrouver à nouveau après cette petite pause musicale. Mickey 3D qui nous dit « Il faut que tu respires ». Et on est vraiment là pour ça, mais par contre, il y a pas mal de choses à faire. Alors, chers auditeurs, j'aurais bien aimé que vous entendiez ce qui s'est passé, parce que le débat était passionnant pendant, je dirais, l'interclasse, on va dire ça comme ça, puisqu'on va parler aussi d'éducation, on va parler de rendre l'invisible visible, hein, Jean-Luc le rappelait avec justesse. On a pris conscience qu'il y a eu de la pollution sûrement parce que l'épisode des particules de poussière du Sahara, du Maroc, nous ont montré que ça se voyait, mais on ne le voit pas toujours. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner, de prendre conscience. On parlait des logements juste avant. Lisez les notices. Il y a eu une émission il y a quelques temps, je crois que c'est celle du 17 février. On a parlé également de tous ceux qui vont choisir les matériaux pour mettre dans leur bâtiment, pour les concevoir. Lisez les fiches FDES. Il y a beaucoup d'informations aussi dessus et il ne faut pas passer à côté et se renseigner pour aller chercher, je dirais, les éléments les meilleurs ou du moins les moins mauvais, mais surtout aller vers du mieux. Alors, justement, après cette pause, on a dit qu'on reviendrait sur le communiqué de presse hier de l'Association française de la ventilation, dont vous êtes vice-président, Roland Bouquet. Alors, 5 points qui, en fin de compte, c'est une feuille de route ou un conseil ou, je dirais, un petit aiguillon qui va dire « N'oubliez pas la qualité de l'air, messieurs et mesdames qui vous présentez à l'élection présidentielle et qui avaient un joli chantier à mettre en œuvre sur ce sujet. » 5 points à retenir. Réaliser un inventaire national exhaustif des moyens de renouvellement d'air existants, c'est-à-dire où a-t-on des moyens de renouvellement d'air dans nos bâtiments. Et là, on va parler plus principalement également des ERP, des écoles, des crèches et des lieux d'éducation. Le deuxième point, la mise en place
d'un plan national de vérification et de mise à niveau des systèmes de ventilation mécanique. C'est-à-dire, c'est outre, on regarde où ils sont, mais dans quel état ils sont. On va avoir également, pour la RE 2020, étendre l'obligation de réception des installations de ventilation mécanique. On en parlait avec Suzanne. Dans l'habitat, c'est bien, mais pas que. Il le faut aussi dans les autres bâtiments. Ça paraît du bon sens. On est là aussi pour ça. Mise en place d'une obligation de maintenance des systèmes. Là, je pense que Roland va être d'accord avec moi. Là, c'est important, il ne faut pas hésiter. On sait que pour nos systèmes de chauffage, chaque année on doit y passer, les chauffages au gaz notamment. La ventilation ou les systèmes d'extraction d'air, c'est la même chose. Et puis, dans le cas de seuil critique de CO2, dans le cas où ils sont dépassés pendant une période de référence, mettre en œuvre à court terme des solutions de ventilation mécanique qui permettent un renouvellement d'air, je vais y arriver, performant, bien entendu. Le détail un petit peu sur ces points, Roland ? C'est comme je le rappelais tout à l'heure, ces propositions donc de l'AFV relèvent, je dirais, des entreprises qui en tout cas composent cette association et les entreprises de filière. Alors moi-même, j'ai une entreprise de maintenance en région lyonnaise d'une quarantaine de salariés avec 30 techniciens qui interviennent chaque année chez les clients, chez les particuliers, en tout cas dans l'habitat. Techniciens qui demandent une certaine formation. Et est-ce que c'est facile à l'heure actuelle de trouver des techniciens ? Non, mais là c'est encore un autre sujet. On peut en parler. Il est lié. C'est l'attractivité métier. Alors bien là, sûr. c'est en tout cas un des sujets très importants de notre syndicat aujourd'hui pour attirer les jeunes vers ce beau métier qui est l'entretien, la maintenance et le dépannage. Je vous disais ça parce que au SINASAV, nos entreprises, nous représentons chaque année 14 millions d'interventions chez le particulier. 14 millions où finalement on vient chaque année chez ce particulier. On a un peu comme un médecin de famille avec un peu moins d'études, mais n'empêche qu'on est là pour conseiller le client. Et je crois que dans ces propositions de la ventilation, eh bien, il faut déjà partir d'un diagnostic et se servir finalement de nos entreprises, de nos techniciens d'entreprise qui interviennent chez les gens pour faire remonter cette information. Alors, faire remonter l'info, mais aussi expliquer, faire de la pédagogie au plus près, je dirais, de la population, dans toute la France, pour expliquer ce qu'on est en train de se dire là. Voilà. Et je crois que cette notion de pédagogie, elle est fondamentale. Et ça sera le démarrage. Après, en tant qu'entrepreneur, je lance un appel à mes collègues, parce que nous, on va aussi le faire au sein de ma société, mais il faut qu'on arrive à se professionnaliser sur l'air. C'est très important. Moi, je vois, on travaille sur l'air parce que on travaille aujourd'hui que dans l'urgence, que quand les murs commencent à couler, en réaction. Quand le client est en panne, on vient en curatif, mais on ne vient pas assez en préventif. Suzanne, tu vas aimer. Et ça, c'est aussi très important. Et donc, il faut que cette filière se structure avec la ventilation. C'est un début de cette filière finalement, c'est de mettre en place des services dédiés à la qualité d'air dans les entreprises, d'installation et de maintenance. Pardon. À l'heure actuelle, justement, je me mets à la place du particulier, je me mets à la place de l'habitant, du logement, qu'il soit locataire ou qu'il soit propriétaire. Je veux faire entretenir, ou plutôt, à qui je vais m'adresser ? Comment je vais trouver la bonne information pour avoir la personne qui va être, je dirais, la plus à même de venir vérifier mon matériel, l'entretenir sur Internet. Il y a peut-être des adresses plus faciles. On tape quoi ? On tape ventilation ? Comment on fait ? Vous l'avez souligné tout à l'heure, on a des obligations d'entretien dans le bâtiment aujourd'hui. Les chaudières gaz, les chaudières fioul, une fois par an, suite à un arrêté de 2009. On a aussi l'entretien obligatoire des pompes à chaleur qui fleurissent, je dirais, et c'est pas fini, à tous les coins de rue dans nos habitations. On a une obligation donc sur les packs tous les 2 ans. Eh bien, normalement, on entretient tous les systèmes. Le particulier peut se rapprocher de son entreprise qui entretient son système pour demander un contrôle de la ventilation. Mais encore une fois, je crois qu'on est au début d'une histoire et c'est à construire. Et moi, j'en suis convaincu, en tout cas en tant que chef d'entreprise, que si je le répète, si cette filière ne s'organise pas et si dans nos entreprises on ne met pas en place des techniciens qui sont formés chez les fabricants, qui sont formés par l'entreprise dans des services spécialisés,
on aura du mal à avancer sur le sujet. Donc, il faut que la filière s'organise. Je crois que c'est le mot d'ordre que je lance aujourd'hui. Elle s'organise, la filière justement de la ventilation, mais aussi liée à celle des constructeurs, promoteurs comme constructeurs de maisons individuelles, où il faut peut-être insister un petit peu plus. La pédagogie du livret, je sais qu'il existe des livrets numériques pour la maison, de retrouver les coordonnées de celui qui est installé ou qui va entretenir, et facilement, il y a des applications, facilement d'aller dire tiens, c'est maintenant, j'ai l'alerte, il faut qu'il vienne. C'est ça. Je fais le nécessaire, un petit aiguillon nécessaire qui va pallier le fait qu'on n'y pense jamais en fait. Oui, en fait des rappels automatiques, comme on peut trouver sur les autres systèmes d'ailleurs. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et puis, de la pédagogie, parce qu'on avait fait un sondage à l'époque avec un institut sur la perception, finalement, par les particuliers de leur système de ventilation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Eh bien, on se rend compte que les gens, quand ils ferment leur porte de chez eux, ils se sentent en sécurité. Ils se disent... Là, je suis bien, j'ai aucun problème, tout va bien. La pollution, elle est dehors des habitations. Et en réalité, non, la pollution, elle rentre. Et puis, on en génère, bien sûr, à l'intérieur par nos usages et par nos meubles, par nos moquettes. Non seulement on en génère, mais par exemple, si on est absent toute la journée pour partir au travail et que l'on revient en fin de journée et que notre ventilation c'était un système hydro-réglable et qu'à l'intérieur de chez nous, on a quelques désodorants naturels à mèche, ce genre de choses. Si le soleil il a porté sur certains produits, ça va diffuser encore plus et on rentre chez soi pensant être tranquille, mais en fin de compte on ouvre une porte sur un lieu qui a cumulé de la pollution pendant qu'on n'était pas là, puisque nous on n'a pas généré d'humidité, donc la ventilation a fait le minimum. Ça reste je dirais convenable, mais on pourrait s'éviter ça. Et puis peut-être il y a des systèmes de pilotage, des choses, je sais que les industriels aussi réfléchissent énormément à cela par le biais de capteurs, on en parle de plus en plus, mais une intelligence aussi du logement par rapport à ce que nous sommes et à nous de bien considérer notre logement. Il ne va pas faire tout pour nous, mais il faut que nous, on ait conscience aussi de comment il est pour avoir les bons gestes. Et ça, on le dit toujours. Les bons gestes, justement, on va aller les voir. On parlait de l'éducation. Je me tourne vers vous, Suzanne, ou vers toi. Plusieurs projets, je dirais, travaux qui sont en cours, qui existent pour faire ce constat, je dirais, dans les lieux de la petite enfance ou de l'enfance, aussi et de l'éducation. Allez, éclairages. Donc, pour rebondir sur cette thématique de la qualité de l'air intérieur, c'est évident qu'elle est majeure. Donc là, on peut parler de 3 projets qui ont été lauréats des appels à projets de l'ADEME. Alors, un, peut-être, je ne sais pas si ça colle tout à fait tout de suite, mais bon, on va voir. Un, ça s'appelle Brassair. Donc, un travail sur les brasseurs d'air, c'est-à-dire les ventilateurs de plafond. Parce que, bien sûr, on a la thématique réchauffement climatique, économie d'énergie. On ne va pas climatiser toutes les écoles qui sont dans des zones chaudes. Là, cette étude se déroule à La Réunion, parce que quand même, ils ont un peu chaud. Et bien sûr, systématiquement, la réponse, c'est on veut que ça soit climatisé. D'abord, des fois, on n'a pas trop bien construit, on n'a pas très bien protégé du soleil le bâtiment. Et bien sûr que la solution du brasseur d'air qui consomme 20 fois moins d'énergie qu'un climatiseur est à la fois intéressante pour la qualité de l'air, parce qu'on a l'habitude de climatiser des salles de classe non ventilées, et on revient à la même, puisque on a à peu près... Donc, créer de la diffusion de virus, par exemple. À La Réunion, par exemple, il n'y a pas de salles de classe ventilées, donc on enferme les enfants dans un local fermé, et on rafraîchit. Et c'est très bien. Au bout de 25 minutes, le taux de CO2 dépasse 2000 ppm, et toute la journée, ça fait des dentelles comme ça, parce qu'à la récréation, on n'ouvre pas, puisqu'il ne faut pas perdre le froid. Il y a 2000 ppm, on ne se sent pas bien. Roland peut en parler. Ce matin, dans le train, il était à 1956, ce qu'il m'a montré, et ça montait encore. Oui, mais on le dépasse largement, parce qu'en fin de journée, puisque ça ne descend jamais, en fin de journée, on est à 3000 ppm, 25 enfants. Bon, alors donc, il faut quand même changer. Le seuil de confort, c'est 800. Le Covid est arrivé par là, et on a eu très peur des brasseurs d'air. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, ça va brasser aussi les particules qui peuvent transporter des particules fines, qui peuvent transporter des particules virales. Donc on leur a dit, ah ben non, vous ralentissez les brasseurs d'air. Alors, pas de climatisation, pas de brasseurs d'air, il faut faire le point. Est-ce que oui ou non, les brasseurs d'air augmentent la diffusion des particules ? Donc en ce moment, on a instrumenté 8 salles de classe, on a déjà des
premiers résultats. On a commencé avec des brasseurs d'air bien sales, c'est-à-dire après 6 semaines de vacances, on les a pas nettoyés et on les a envoyés vitesse grand V, sans enfants, et on a bien vu qu'on n'avait pas d'augmentation importante de particules de toutes les gammes, hein, PM1, PM2,5, 10. Ensuite, les enfants sont arrivés, et là, on a bien vu que les enfants portant avec les habits dispersant des particules, on avait une augmentation des particules. On a bien vu aussi que c'est le ménage qui augmente les particules et pas tellement les brasseurs d'air. Donc voilà, on suit les écoles et pour qu'on sécurise l'utilisation des brasseurs d'air, à La Réunion, d'accord, mais aussi dans les zones chaudes de notre métropole, le sud de la France, sont très intéressés à cette étude. Voilà, ça, on parlait tout à l'heure de bon sens également. Vous parlez des produits d'entretien qui sont émissifs assez fortement. Et il faut penser que faire l'entretien la veille au soir, c'est mieux que de le faire le matin avant que les élèves arrivent. Oui, mais enfin, il faut voir un petit peu comment est ventilé, parce que vous le faites la veille au soir. Ok, moi j'ai bien vu que quand même le montée de COV qu'on a avec le ménage, il peut durer toute la nuit si on ferme tout et sans ventilation. Alors j'ai quelques chiffres parce que ça peut étayer également. 15% des établissements scolaires seulement sont équipés d'un système de ventilation mécanique. 15%. Oui. Donc là, on est quand même sur... on parlait tout à l'heure de la réflexion de la ventilation et également de tout ce que l'on disait autour de la table. C'est dramatique. La moitié des crèches ne sont pas équipées. Les crèches sont plus équipées quand même, effectivement, ça fait plus de 50%. Elles sont plus équipées et souvent de double flux même, pour avoir une sécurisation au niveau de la température, un peu plus. Là, je vais vous parler des crèches après, avec les perturbateurs endocriniens. Et après, on a 75% d'un échantillon de 301 écoles, ça c'est les chiffres hier de la ventilation, qui n'étaient pas équipés d'un système de ventilation mécanique en 2017. Ça commence à faire vraiment beaucoup si on aligne l'intégralité de ces chiffres. Petit rappel aussi, il y a 59 650 écoles en France. Vous imaginez le nombre d'écoles qu'il faut faire. Donc, messieurs et mesdames qui se présentaient à l'élection présidentielle, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche, ou plutôt il y a de l'air à bien traiter, bien évidemment. Il y a 12 millions d'élèves. Vous imaginez le potentiel également de santé pour ces enfants. N'oublions pas les personnels qui travaillent dans les écoles. Également. Mais non, mais j'ai le chiffre d'après, Jean-Luc. 869 000 agents de l'éducation nationale qui sont aussi directement concernés. Donc là, on a vraiment un sujet d'amélioration de la qualité de l'air dans nos lieux d'éducation. On sait que plus on est jeune, plus on est sensible, et puis ça va nous accompagner toute notre vie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être le plus longtemps possible en bonne santé. D'autres exemples, parce qu'il y a plusieurs sujets pour cette ventilation dans les écoles. Le projet, donc, j'ai parlé du projet Brasser. Maintenant, on a un autre projet, avec aussi lauréat de l'appel à projet Acacia d'ADEME, c'est crèche PE Free, alors, c'est-à-dire des crèches sans perturbateurs endocriniens. Donc, ce projet est développé avec le CSTB, et nous avons sélectionné des crèches donc, à Toulouse, de différents, avec des caractéristiques différentes, des matériaux différents. Et dans ces crèches, on va essayer de faire Sherlock Holmes. On va prendre des échantillons de tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire des matériaux. J'ai déjà les échantillons de sol, ça c'est plus facile. Des échantillons aussi de parois murales, parce qu'on met des protections pour les murs, pour que les enfants n'abîment pas les murs. Des protections de plafond, des murs, tout le mobilier qu'il y a dans la crèche. Les fournitures. Alors, le mobilier va être plus difficile parce que c'est des mousses, il nous faudrait avoir des petits bouts de mousse, des petits bouts de revêtement, des fournitures, produits d'hygiène et produits d'entretien. On va avoir des échantillons de tout ça. On va le mesurer en microchambre, parce qu'au moins on saura ce qu'il y a en composition et en émission. Et après, on va mesurer la qualité de l'air, et les poussières. Et donc, on va essayer de corréler ça pour voir quelles sont les sources majeures d'exposition des tout-petits, puisque c'est les 1000 premiers jours qui sont vraiment clés pour l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Voilà. Là, ce projet a commencé. On a déjà les crèches. Donc, c'est un travail un petit peu bibliographique et tout. Voilà. Donc ça, c'est un beau projet parce que pour les petits, je pense que c'est une exposition que l'on doit réduire.
que l'on doit réduire. Et puis, on n'est pas aux 100 jours après une élection. Là, on est à 1000 jours. Donc, on sait que le travail, c'est tout le temps. Rassurez, hein, mais messieurs, mesdames, qui vous présentez, vous allez avoir du boulot longtemps et de manière intense. Évidemment, l'engagement est à la hauteur et l'enjeu de notre qualité de l'air et de la santé pour l'intégralité des populations est à la hauteur du sujet. Alors, juste un petit rappel également, dans le milieu des crèches, des écoles et autres, hein, la ventilation, elle est de 3 ordres. La ventilation mécanique contrôlée, on a de l'extraction. On a également celle qui est par insufflation, où on va avoir une filtration au départ pour avoir dans le bon sens également un meilleur air qui arrive. On peut réchauffer ou refroidir l'air qui rentre. Et il y a après le système de la double flux également qui va faire cet équilibrage dont vous parliez je dirais thermique. Dans les 4 crèches qu'on a prises, justement, on n'a pas voulu que ce soit la ventilation qui soit l'élément différenciant parce que on veut qu'elles soient toutes ventilées à peu près pareilles pour pouvoir juger des sources. Donc toutes sont équipées de ventilation double flux. Comme ça, au moins, c'est pas ce critère qu'on pourra incriminer, puisqu'on l'a tous le même, on pourra incriminer les sources. Voilà. De toute façon, ce sont les sources qui sont importantes, puisqu'on parle toujours, on a toujours le sujet qu'on retrouve maintenant depuis quelques temps dans l'émission, c'est les épurateurs. Quid des épurateurs? Mais les épurateurs, c'est le complément à la bonne aération, à la bonne ventilation et à la bonne ventilation. Et à la bonne conception au départ. Hein, vous parliez des matériaux, Suzanne, c'est extrêmement important. Alors, il nous reste quelques minutes. Un petit mot, 2 minutes chacun pour revenir sur les sujets, sur le débat, justement. Jean-Félix. Oui. On va repartir de l'extérieur avec vous. Non, mais un petit mot sur l'information des personnes sur ce qu'elles respirent. C'est vrai que les technologies ont fait d'énormes progrès, pas seulement en termes de gros systèmes d'épurateurs, mais aussi en termes d'information, puisque maintenant on a des microcapteurs qui permettent de savoir, par exemple, sur le CO2, ce débat, on ne l'aurait pas eu il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Personne ne savait à quoi correspondait un niveau de 2000 ppm partie par million de CO2. Surtout que grâce aux capteurs maintenant, on rentre dans une ère peut-être où on pourrait appeler on va faire au juste besoin. Oui, ça va peut-être concilier les problématiques de thermique et les problématiques les prix ont extrêmement diminué sur ces capteurs. C'est maintenant à la portée des individus. On en trouve à moins de 100 €. Airparif, via le AirLab, fait des tests de ce type d'appareil, et donc ça permet, c'est un peu comme les tests de consommateurs, ça permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ça donne des indications d'achat. Dans 5 ans, tout le monde aura dans son appartement un petit capteur de CO2 pour savoir s'il y a un problème de ventilation ou s'il faut ouvrir la fenêtre plus prosaïquement. Pour l'instant, on est entre deux rives, mais ça, c'est effectivement pour l'information de déjà savoir ce qu'on respire chez soi, c'est très important, et ça va s'étendre à d'autres polluants. Sachant qu'on est sur le CO2 pour le moment, puisque c'est l'indicateur du confinement qui indique qu'il y a une concentration, il y a d'autres polluants, petit à petit. Commençons par le commencement. Apprenons à marcher avant de courir. Et accessoirement, ces questions d'aération et de CO2, c'est quand même nettement moins onéreux que les purificateurs sur tout un tas de polluants qui peuvent coûter extrêmement cher et qui sont encore en test avec des controverses. Des controverses qui sont associées notamment à peut-être des émissions d'autres polluants dans le traitement de ce qui est fait. Raison de garder. Mais j'insiste sur le fait, on sort d'une épidémie très grave de la Covid, que les cas sont aggravés quand l'air est pollué. Les cas sont aggravés quand l'air est pollué. Toutes les études montrent ça. Donc, il y a un bénéfice clair pour la santé publique et face à ces épidémies virales d'être dans un environnement pas trop pollué. Et accessoirement, on le sait, si l'aération n'est pas bonne en intérieur, on augmente la capacité de contagiosité du virus très très nettement. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'espère, fera évoluer ces questions d'aération et d'information sur justement quand il faut mettre en marche la ventilation, ouvrir la fenêtre. Mais c'est tout nouveau. On est au début de quelque chose, on progresse et on avance. Suzanne, qui suit ce sujet depuis très longtemps, elle en voit passer, et je pense que c'est quand même rassurant de voir ces évolutions. Oui, on est toujours mécontent que ça aille pas assez vite quand même, hein, parce que ça c'est notre côté gaulois peut-être un peu. Depuis 30 ans, mais on est content que ça avance. Voilà. Mais il y a un sujet par exemple aussi
qu'il faut prendre en compte et sur lequel on a le 3e projet avec l'ADEME, c'est l'impact des produits de réemploi sur la qualité de l'air. Parce que pour l'instant, on nous dit il faut réemployer, il faut recycler, ça ne me pose pas de problème, réemployer. Mais réemployer... Quoi et comment ? Il faudrait que les matériaux correspondent au moins aux matériaux neufs. Or, quand on réemploie des produits bois qui continuent à émettre, ils ne sont pas conformes aux normes actuelles. Donc, on a notre projet qui s'appelle Circulaire L''AIR et où on va mesurer des produits sur chantier et les mesurer en laboratoire, et on va voir un petit peu si on peut développer des techniques simples pour que les diagnostiqueurs puissent se dire « Ah ben non, ce panneau de bois, je ne le récupère pas, ce panneau de bois, je le récupère ». Donc on est dans une autre dynamique. Eh bien, on va rester dans cette dynamique. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de sujets sur la table. On va en retrouver d'autres. On reparle aussi de ce sujet de l'entretien. De reparler un petit mot de la ventilation, puisqu'on a parlé de leur nouveauté. Et on terminera avec Jean-Luc. On terminera avec monsieur le député, mais... Non, écoutez, en tout cas, merci pour cette invitation. C'est le début et j'espère qu'il y en aura d'autres. Tout le monde le sait. Hein. Et je crois que l'idée, c'est justement de se revoir pour voir un petit peu l'avancée sur les propositions, notamment que l'AFV a fait sur sa liste au Père Noël. Voilà, la liste au Père Noël, puisque c'est vrai qu'on voit dire, messieurs les politiques, faites, mais il y a aussi la ventilation et tous ses membres, et puis je dirais la société civile, quand même à le dire Jean-Luc, on a tous aussi des choses à apporter. Il ne faut pas attendre des autres nos solutions, mais aussi les apporter et quelque part donner également l'exemple, et ça c'est extrêmement important. Clair. On n'est pas là nous en tant qu'organisation professionnelle pour brûler des pneus dans la cour, hein. C'est pas ça du tout, c'est au contraire, c'est co-construire. On va pas en parler. À éviter. C'est co-construire, c'est justement donner des éléments à nos politiques demain pour faire pour créer, je dirais, des réglementations qui ont du sens et qui vont dans la qualité d'air intérieur. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, moi, mon épouse, quand je pars à Paris, alors, elle me dit, tu vas souvent à Paris, du coup, t'es pas souvent là, t'es bénévole, et en plus, tu rentres, t'es fatigué. Bah oui, je habite à Lyon, je prends le train, et c'est vrai que ce matin, on était à plus de 2000 ppm, la rame n'était pas bondée. Alors on n'était pas dans un logement, on était dans un train, et on était à 2046, voilà. Tu m'as montré. Et c'est vrai que j'ai pris conscience, j'ai dit, mais parce que j'ai mon petit capteur que j'ai branché sur mon ordi. Donc voilà, donc blague à part, en tout cas c'est un clin d'œil, mais ça prouve bien qu'on a besoin d'expliquer aux gens. Et voilà, donc demain, les membres de l'AFV, on va s'attacher. La tâche, elle est immense. Elle est belle aussi. Je crois qu'il y a quelque chose derrière qui est vertueux dans tout ça. La santé, liée aussi aux problèmes thermiques. Donc, faire un bon diagnostic, derrière mesurer, expliquer, et ensuite proposer des solutions et les entretenir. Et ça, c'est déjà beaucoup, mais on va les prendre les points les uns après les autres et pas les oublier en cours de route. Jean-Luc, le mot de la fin pour vous, pour toi ? Écoutez, moi je vais essayer d'être optimiste et en même temps je vais rapidement rappeler que la prise de conscience elle est de plus en plus importante et ne croyons pas qu'on prêche dans le désert quand on travaille sur ces sujets. On l'a vu dans la proposition de loi que je fais, par exemple, je tiens compte aussi de ce qui s'est passé avec le télétravail. Le Covid nous a mis en avant la question du télétravail. Le télétravail, je propose d'ailleurs au passage de l'utiliser quand il y a des pics de pollution, de le proportionnaliser avec la sévérité des pics de pollution pour qu'on puisse utiliser cet outil dans les entreprises pour les métiers qui le permettent, bien entendu, ça va de soi. Et là, on limite à la fois de l'exposition et en même temps les émissions, puisqu'il y a moins de transport, etc. La FEV, ça n'existait pas il y a un peu plus d'1 an. C'était janvier 2021. Vous voyez, ça a permis d'avancer. On l'a vu naître. Ce matin, avant de venir à cette émission, j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur la réduction des particules au niveau du freinage des voitures. Aujourd'hui, on peut modifier sur les pièces carrément. On a des gens, ce sont des Français qui font ça et ça marche très bien et on a une très bonne efficacité. On vient de voir aussi que dans la loi climat-résilience, nous avons voté un article important sur l'éducation et le développement durable qui devient obligatoire tout au long de la vie. Et je peux vous dire que de la vie, notamment quand on est étudiant, bien entendu, qu'on devient un futur citoyen. Et moi, j'ai fait en sorte qu'à l'intérieur, on va pouvoir parler de qualité de l'air. Donc, on va pouvoir prendre conscience. Donc, la prise de conscience est de plus en plus importante. On a parlé de l'AFV. Je n'étais pas au courant que vous aviez porté ces idées. Et c'est tant mieux auprès des candidats à l'élection présidentielle pour
pour les histoires de rénovation d'écoles et en même temps de mettre des systèmes de ventilation. Il s'avère que moi aussi j'ai porté ça auprès, alors pas de tous les candidats, mais auprès de celui du président candidat que je défends. Et cette idée, donc, elle est fortement portée. Et ce que je veux, c'est finir par un message d'optimisme. Et ce message d'optimisme, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à être conscient qu'il faut travailler pour améliorer et préserver surtout le capital souffle de chacun de nos concitoyens. On n'a pas utilisé ces mots-là. On est sur une question majeure de santé et environnement. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis d'accord pour revenir dans ce type d'émission et je suis prêt à poursuivre mon action à la tête du CNA et ailleurs en tant que citoyen élu au service de l'amélioration de la qualité de l'air que nous respirons et donc de la préservation du capital souffle de chacune et chacun de nos concitoyens. Alors, citoyen Jean-Luc, vous êtes le bienvenu. À chaque fois que vous venez, vous êtes assis à la même place. Donc, la prochaine fois, je gageais que vous serez sûrement assis également au même endroit. Je rebondis un petit peu sur les histoires de plaquettes de frein. Il faut savoir également que le frottement, vous parliez du train tout à l'heure, ça fait partie des choses qui peuvent polluer l'air, mais les frottements des roues et des rails émettent des particules métalliques qui ne sont pas anodines. Évidemment, quand on commence à regarder les bâtiments qui sont proches, messieurs, je dirais les promoteurs qui nous entendaient, il y a une attention particulière, la plupart le savent, mais une attention particulière quand il y a des bâtiments qui sont mis pas loin de voies de chemin de fer. Le train est vertueux au niveau carbone, mais également il y a d'autres points. Personne n'est parfait, mais par contre on a tous la volonté d'avancer. On va suivre également, j'invite les auditrices, les auditeurs à regarder aussi un petit peu ce qui se passe du côté de l'OMS. C'est au niveau mondial, notre planète c'est notre maison. Notre maison, elle n'est pas forcément en très bonne santé. On a entendu parler de ce qui se passait sur la forêt amazonienne et que le point de non-retour atteint au niveau de la déforestation. C'est pas terrible, mais par contre il y a les objectifs de développement durable, l'ODD, Jean-Luc, voilà, vous le portez, c'est facile à trouver. Il y a 17 points, chaque couleur est un point. Il y a celle de l'air, il y a celle de l'eau, il y a celle de l'environnement. Renseignez-vous, intéressez-vous. Il y a l'illettrisme, oui, puisque permet de comprendre les enjeux. Qui disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante. Oui. Qui soit, puisque la prise de conscience et l'action qui en découle et la bonne action dans le respect les uns avec les autres. Moi, je vous remercie encore infiniment d'être venu pour cette émission. Très belles émissions à chaque fois. Et merci Nico. Mais oui, c'est par la qualité des interlocuteurs, des intervenants. Je vous remercierai jamais assez parce qu'il faut qu'on fasse prendre conscience de plus en plus de bien respirer. J'en sais quelque chose. Merci à tous, chers auditrices, chers auditeurs. À très bientôt. Élément Air, c'est tous les 2 jeudis par mois, le 1er et le 3e à 9h02. Bien respirer, c'est élémentaire. À bientôt. Ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
ça change pas. Ah ouais? Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas! On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le Péringo. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.